Voici l'île privée que même Donald Trump n'a pas eu le droit de visiter. Il a volé à bord d'Air Force One, séjourné dans des palais présidentiels et arpenté les complexes les plus sécurisés de la planète. Mais lorsque son équipe a demandé l'accès à cette île, la réponse n'a pas été un simple non, c'est le silence. Car cette île n'accueille pas de politiciens, n'autorise pas la presse et se moque de qui vous êtes, sauf si vous contrôlez déjà le système en coulisses. Mais pour comprendre comment un président américain en exercice a pu se voir refuser l'accès à un morceau de terre, il faut s'intéresser aux îles privées les plus chères et les plus exclusives du monde, chacune appartenant à des milliardaires qui ne se contentent pas d'acheter le paradis. Ils le sécurisent, le renforcent et décident qui y entre. À commencer par cette île caribéenne si prestigieuse qu'elle a survécu aux ouragans, aux scandales et à la royauté, tout en restant le terrain de jeu privé d'un homme. Necker Island, Richard Branson, Royaume-Uni. Necker Island n'est pas seulement le lieu de villégiature d'un milliardaire. C'est le prototype original de ce à quoi ressemble une île privée lorsqu'un homme décide de réécrire les règles de propriété. Achetée en 1978 par Richard Branson, alors âgé de 28 ans, pour moins de 200 000 $, l'île est aujourd'hui estimée à plus de 150 millions de dollars. Non seulement en raison de ses 30 hectares de beauté tropicale intacte, mais aussi pour ce que Branson en a fait. Une forteresse de luxe, de diplomatie et d'influence stratégique dissimulée derrière l'éco-durabilité. Le fondateur du groupe Virgin a transformé l'île en un complexe autonome de villas de style balinais, d'infrastructures alimentées à l'énergie solaire et d'un héliport conçu pour les arrivées de personnalités royales. Mais ne vous laissez pas tromper par les palmiers et les hamacs. Necker est de bien plus qu'un terrain de jeu tropical. Elle a accueilli des négociations de paix privées, des sommets hors réseau entre dirigeants mondiaux et des séminaires technologiques confidentiels impliquant des entreprises valant des milliards de dollars. Branson, connu depuis longtemps pour son charisme excentrique, dirige l'île comme un État souverain. L'entrée est soumise à une autorisation, les journaux de bord sont traités en toute confidentialité et chaque invité, de Barack Obama à la princesse Diana, a été soumis à une vérification des antécédents, au silence numérique et à des accords de comportement. Même le personnel est lié par des accords de confidentialité à vie, avec des rotations conçues pour prévenir les fuites et favoriser la loyauté. Lorsque l'ouragan Irma a dévasté les îles Vierges britanniques en 2017, Necker a failli être rayé de la carte. Mais Branson ne s'est pas contenté de la reconstruire, il l'a modernisée. Il a étendu son réseau électrique pour qu'il soit presque entièrement solaire, a reconstruit toutes les villas avec des matériaux résistants de catégorie 5 et a ajouté des zones de stockage à accès biométrique pour les documents et données sensibles. C'est aujourd'hui l'un des domaines privés les plus résilients aux catastrophes au monde. Plus révélateur, cependant, est le nombre de personnes qui n'ont pas été autorisées à entrer sur l'île. Plusieurs personnalités ont été discrètement refoulées, souvent sans que personne ne le sache publiquement. Si vous n'adhérez pas au code d'éthique de Branson ou à ses missions environnementales et humanitaires plus larges, vous n'êtes pas le bienvenu, quelle que soit votre richesse ou votre statut. Dans le privé, l'expression « vous n'êtes pas fait pour Necker » est devenue synonyme de rejet. Mais Necker, malgré tout son charme et son héritage, sonne toujours comme un secret de polichinelle. Une utopie parfois révélée, parfois commercialisée. La prochaine île, elle ne se contente pas d'exclure les étrangers, elle régule qui peut y vivre. Car son propriétaire n'a pas acheté une île, mais toute une population hawaïenne. Lanai Larry Ellison, États-Unis. Larry Ellison n'a pas seulement acheté une île privée, il a acquis 98% de Lanai, la 6e plus grande île d'Hawaï, et en a fait une utopie personnelle créée de toutes pièces. Évaluée aujourd'hui à plus de 300 millions de dollars, cette acquisition n'a jamais eu pour objectif des villas en bord de mer ou des escapades de luxe. Il s'agissait de contrôler des terres, des infrastructures et un écosystème humain vivant et dynamique. En 2012, Ellison, cofondateur d'Oracle et l'un des hommes les plus riches de la planète, a racheté l'île à Castle & Cooke, une société qui avait longtemps régné sur le destin de Lani. Mais contrairement à d'autres milliardaires qui recherchaient l'isolement pour préserver leur intimité, Ellison avait un objectif différent. Il voulait bâtir une société modèle, alimentée par une énergie propre, portée par le bien-être et isolée de l'instabilité du monde extérieur. Il n'a pas acheté une escapade, il a acheté une expérience de civilisation. Depuis cet achat, Ellison a dépensé des centaines de millions pour repenser les infrastructures de Lanai, reconstruire les routes, restaurer la végétation indigène, moderniser les réseaux d'eau et transformer la ville historique de Lanai City en un pôle économique contrôlé avec précision. Il a installé des réseaux solaires, des systèmes de culture hydroponique et des centres de bien-être qui trouveraient parfaitement leur place dans un drame de science-fiction futuriste.
Même les complexes hôteliers Four Seasons de Lille, également propriété d'Ellison, ne sont que des pièces d'un puzzle architectural et idéologique plus vaste. Mais la partie que la plupart des gens ne voient pas, c'est la structure de dégagement. L'ANAI ne dispose pas de points de contrôle de sécurité accessibles au public, mais elle n'en a pas besoin. L'équipe d'Ellison contrôle le marché immobilier, surveille les baux à court terme et contrôle les personnes autorisées à s'installer à long terme. De nombreuses propriétés ne sont disponibles que sur invitation privée ou pour les employés des entreprises et associations d'Ellison. En bref, c'est lui qui décide qui vit sur l'île. Il y a aussi une dimension psychologique profonde à cela. Les visiteurs sont les bienvenus, mais pas entièrement libres. Des patrouilles de drones surveillant l'espace aérien pour détecter les photographies non autorisées. L'infrastructure de communication est acheminée par des nœuds privés et plusieurs anciens agents du renseignement discrètement intégrés à divers conseils consultatifs veillant à ce que rien de sensible ne soit divulgué au-delà du périmètre soigneusement établi par Ellison. Il a organisé toutes sortes d'événements, des conférences sur la médecine de précision aux négociations confidentielles entre dirigeants du secteur des technologies de la défense. Et si les médias ont parfois tenté de décortiquer les choses, la plupart des journalistes ne vont jamais au-delà des complexes hôteliers publics, et ceux qui enquêtent trop profondément se retrouvent rapidement désinvités. Dans un monde où les milliardaires cherchent dans le contrôle par la technologie ou la finance, Ellison a choisi la Terre, non seulement pour la posséder, mais pour y aménager la vie. Mais si l'ANAI est une île que l'on peut visiter, si l'on a la chance d'y être autorisé, la prochaine résidence de milliardaire n'a même pas de photos publiques vérifiables, car elle a été isolée, protégée par une surveillance et tenue hors de portée de Google par l'un des hommes les plus puissants de l'histoire moderne. Rooster Cay, Bill Gates, États-Unis. Pas de visite aérienne, pas de photos du complexe, pas de check-in Instagram. Car Rooster Cay, l'île privée appartenant à Bill Gates au large de Nassau aux Bahamas, n'est pas une maison de vacances. C'est une zone classée au paradis. Acquise discrètement en 2006 pour seulement 25 millions de dollars, sa valeur réelle est aujourd'hui estimée bien au-delà de 50 millions de dollars. Mais dans l'univers de Gates, ce chiffre ne signifie rien. Rooster Cay ne figure pas sur les bilans d'actifs Microsoft accessibles au public. Il n'y a aucune inscription sur Zillow, aucune visite médiatique, aucun survol satellite enregistré montrant l'intégralité de son infrastructure. C'est intentionnel, car Rooster Cay n'est pas le lieu de détente de Bill Gates, c'est son lieu de résidence lorsque la confidentialité est essentielle. Des sources proches de Gates affirment que l'île a été utilisée pour accueillir des réunions à huis clos impliquant la fondation Gates, des partenaires de la santé mondiale et des sociétés d'investissement en biotechnologie. Les structures de l'île, considérées comme entièrement hors réseau, comprennent des quais privés, des nœuds de serveurs renforcés et un complexe de conférences hautement sécurisé avec protection IEBM. Rooster Cay n'est pas une maison de plage, c'est un bunker de données entouré de palmiers. L'île entière est entourée d'un périmètre numérique, ce qui signifie que tout appareil mobile non préenregistré est automatiquement signalé et géolocalisé. Gates utiliserait des contre-mesures de surveillance exclusives, notamment une technologie de brouillage des signaux et un camouflage de l'espace aérien qui empêche les drones commerciaux de filmer sa conception. Même la circulation maritime à proximité de l'île est doucement dissuadée par une patrouille maritime privée que l'on peut contourner mais qui ne s'arrêtera pas. Des sources internes affirment que les clients arrivent en jet privé à Nassau, puis sont escortés jusqu'à l'île par des équipages contrôlés après une vérification complète de leurs antécédents et une présélection des menaces médicales et informatiques. Les accords de confidentialité sont obligatoires et aucune communication numérique n'est autorisée sur place sans filtrage interne. Il ne s'agit pas seulement de discrétion, mais d'un isolement digne d'une entreprise. Pourquoi tant de sécurité ? Parce que Rooster Cay n'est pas un lieu de luxe, mais un lieu stratégique d'isolement des systèmes publics. Un refuge pour des réunions qui façonnent des flux de capitaux, des politiques et des innovations de plusieurs milliards de dollars. Et si les tabloïds ont spéculé sur d'autres utilisations, ceux qui sont au plus près de l'orbite de l'Empire Gates affirment une chose avec certitude. Rooster Cay est le seul endroit sur Terre où Gates contrôle chaque variable, de la nourriture sur la table au champ électromagnétique à travers les fenêtres. Il n'existe aucune liste publique des personnes autorisées à visiter, aucune vidéo de drone, aucun compte-rendu touristique, juste des rumeurs de percées en immunologie, de projets d'investissement en IA et de réunions où des chefs d'État sont arrivés sans document officiel. Mais aussi fortifié que soit Rooster Cay, on peut toujours la relier à Gates, à Microsoft et à l'héritage public de la philanthropie. L'île suivante appartient à une milliardaire qui refuse même ce niveau d'exposition et a transformé l'île de sa famille en quelque chose qui ressemble plus à une forteresse biométrique qu'à une propriété côtière. Septièmement, l'île Scorpios.
Ekaterina Rybolovleva, citoyenne suisse basée à Monaco. Skorpios n'est pas seulement une île privée, c'est un héritage, reconstruite, rebaptisée et discrètement refortifiée sous le radar des médias grand public. Achetée en 2013 pour environ 150 millions de dollars par Ekaterina Rybolovleva, fille du milliardaire suisse Dmitri Rybolovlev, basé à Monaco, Skorpios était autrefois le refuge privé du magnate grec du transport maritime Aristote Onassis. Aujourd'hui, elle a été transformée en un sanctuaire sécurisé, rivalisant avec les complexes diplomatiques prestigieux où même la richesse ne suffit pas à garantir l'accès. Située au large de la côte ouest de la Grèce, Skopje s'étend sur plus de 80 hectares de forêts, de falaises et de plages isolées. Mais sous ce charme méditerranéen se cache une infrastructure froide, spécialement conçue pour le confinement, la surveillance et l'isolement médical. Selon les autorités régionales et des plans architecturaux fuités, l'île abrite désormais une marina privée, des héliports, des villas à accès biométrique, des passages souterrains et son propre système de purification d'eau. Ekaterina apparaît rarement en public. Elle ne fréquente pas les réseaux sociaux connus, évite les interviews et passe par un réseau de mandataires hautement qualifiés. Mais voici ce qui est devenu clair. Elle n'a pas simplement hérité d'une île, elle l'a transformée. Pour un monde où la vie privée n'est plus un luxe, il s'agit d'une forme de contre-espionnage civil. Aucun client n'entre à bord de Skorpios sans avoir fourni ses données biométriques au préalable. Tous les appareils numériques s'y sont scannés et enregistrés par une société de cybersécurité basée en Suisse avant d'être autorisés à franchir la zone d'amarrage. Le personnel privé est acheminé par avion depuis Monaco avec des contrats temporaires, une rotation tous les 90 jours, soumis à un accord de confidentialité et contrôlé par des canaux discrets associés à des familles d'offices internationaux. Même les livraisons sont cryptées, expédiées via une chaîne d'approvisionnement passant par une holding chypriote, masquant les points d'origine et les pistes des fournisseurs. Skorpios ne se contente pas de protéger son propriétaire, il efface son empreinte. Des rumeurs circulent sur les personnes autorisées à entrer, un héritier Rothschild, un responsable anonyme de l'OTAN, un PDG allemand de biotechnologie faisant l'objet d'une enquête pour fuite de propriété intellectuelle stratégique. Mais aucune de ces visites n'a été confirmée. Et c'est exactement ainsi qu'Ekaterina l'a conçu. Skorpios n'est pas un lieu où l'on se pavane. C'est un lieu où l'on se fond. Les agences de sécurité qui connaissent de bien la propriété la décrivent comme un lieu de luxe militaire, ce qui signifie qu'elle semble luxueuse, mais qu'elle est équipée de systèmes de détection et d'alerte par satellite. Les caméras de surveillance sont camouflées en luminaires anciens. Les canaux de secours sont immergés dans des baies de mise à l'eau rétractables et chaque centimètre du littoral est patrouillé par d'anciens sous-traitants du GINN et du KSK. La rotation se fait discrètement selon les codes du tourisme diplomatique. Contrairement à Neckar ou Lanai, Skorpios ne fait pas de promotion. Il ne recherche ni publicité, ni prestige. Son seul objectif est de contrôler totalement son exposition. C'est pourquoi vous ne verrez jamais de photos de son intérieur, car ces images sont non seulement privées, mais également protégées par la législation suisse sur la protection des données, qui régit la préservation du patrimoine intergénérationnel. Mais malgré toute la sécurité biométrique et l'anonymat à plusieurs niveaux des Skorpios, l'île voisine ne cherche pas à se fondre dans la masse. Son exclusivité est telle que son espace aérien est considéré comme sensible et son propriétaire a engagé d'anciens commandos des forces spéciales pour s'assurer que le mauvais bateau n'accoste jamais. Tagomago, milliardaire allemand inconnu, Allemagne. À seulement 800 mètres des côtes d'Ibiza se trouve Tagomago, une île privée de 60 hectares, nichée dans la beauté méditerranéenne brute, l'opulence et un élément plus insaisissable, la dissuasion active. Contrairement à d'autres résidences de milliardaires, tenues par le silence ou par une communication éco-blanchie, Tagomago ne prétend pas être à vendre, à louer ou même à portée de main. Détenue par une fiducie familiale allemande étroitement liée au transport maritime et aux télécommunications européens, l'île était autrefois louée à des célébrités et des oligarques pour 200 000 $ par semaine. Mais ces dernières années, cet accès a été totalement fermé. Le nouveau propriétaire, dont on dit qu'il est lié à un consortium d'industriels allemands, ne loue plus, ne négocie plus et ne tolère plus aucune attention indésirable. Tagomago est désormais entouré de zones d'exclusion de drones, de moniteurs acoustiques offshore et d'une force de patrouille privée active composée d'anciens du GSG 9 et du Kommando Spezialkräfte.
Les mêmes vétérans du KSK, les mêmes unités d'élite qui traquaient autrefois les terroristes à travers l'Europe. Ceux qui ont tenté des survols de drones non autorisés rapportent avoir été confrontés à des brouillages de signaux, des distorsions optiques et parfois des frappes généralisées qui ne laissent aucune trace. En bref, vous pouvez voir Tagomago sur une carte, mais vous ne verrez jamais ce qui s'y passe. La villa centrale de l'île a été entièrement reconstituée. Des images satellites d'il y a plus de 10 ans ont révélé un domaine de style méditerranéen et un espace de loisirs ouvert. Mais la topographie actuelle, capturée une seule fois par des analystes open source avant le démantèlement, montre une expansion souterraine massive. Des héliports, avec des grilles d'atterrissage tactiques et d'éventuels serveurs déguisés en stations de contrôle météorologique. L'infrastructure entière ressemble désormais à un complexe d'ambassades privées, à l'exception de la courtoisie diplomatique. Les proches des réseaux financiers de l'UE spéculent que l'île sert de base arrière pour le développement technologique discret, les retraites cryptées des investisseurs et le stockage de données analogiques sensibles. Des hydravions privés y arrivent sans pavillon. Le carburant et les fournitures sont livrés par des navires rotatifs équipés de boucliers satellites. Et une fois à quai, votre empreinte numérique disparaît. Tagomago n'est pas seulement isolée géographiquement, elle l'est aussi par son architecture juridique. La propriété est répartie entre des trusts luxembourgeois, des sociétés écrans du Liechtenstein et des dépositaires d'actifs dont le siège est à Zurich. Si vous tentiez d'obtenir des documents d'entrée ou de retracer les contrats de personnel, vous ne trouveriez que silence et obstruction juridique profonde de 5 juridictions. Bien qu'elle n'ait pas le poids historique de Scorpio ou l'ambition utopique de Lanai, Tagomago représente un nouveau type d'île de milliardaires. Une île qui se comporte davantage comme un avant-poste privé que comme une destination de luxe. Et c'est précisément là le problème. Car les propriétaires de Tagomago ne recherchent pas le prestige, mais une liberté opérationnelle totale, sans la surveillance, l'exposition ni les contraintes des pays développés. Mais aussi militarisée que soit Tagomago, l'île voisine va plus loin car elle abritait autrefois l'empire de la drogue le plus infâme au monde. Et aujourd'hui, elle a été reconstruite par des financiers américains en une forteresse dotée de tunnels d'évacuation sous-marins, de tours de drones classifiés et d'un protocole de sécurité qui fait hésiter même la DEA. Normanska, Hedge Fund Consortium, États-Unis. Norman's Cay est la preuve que certaines îles n'ont trop de valeur pour rester dans l'ombre de l'histoire. Autrefois centre névralgique, caribéen du cartel de Medellín de Pablo Escobar, elle a depuis été transformée en un avant-poste financier privé fortifié, désormais détenu et contrôlé par un discret consortium de fonds spéculatifs basés aux États-Unis, liés à d'anciens dirigeants de Wall Street, des financiers du secteur technologique et d'anciens services de renseignement militaire. Situé à seulement 340 km des côtes de la Floride, dans les Exumas, Norman's Cay a longtemps embrassé une mystique imprégnée de danger. Dans les années 1980, c'était la piste d'atterrissage personnel d'Escobar et son centre de contrebande, équipé de radars et de gardes lourdement armés. Mais après la répression américaine, l'île est restée inactive, jusqu'à ce qu'un groupe d'investisseurs américains en acquiert discrètement le titre de propriété par l'intermédiaire d'une holding des îles Caïmans. Le prix, officiellement tenu secret, est estimé officieusement à plus de 90 millions de dollars en raison de son emplacement, de son histoire et de ses nouvelles infrastructures. Il ne s'agit pas d'une restauration, mais d'une reconstruction à visée militaire. Normanska n'a aujourd'hui aucun accès commercial. La piste d'atterrissage est désormais soumise au code FAA privé. Des antennes relais ont été camouflées en station météorologique et, selon des documents divulgués aux autorités maritimes, l'île est équipée de tunnels souterrains, renforcés, scellés et prétendument conçus comme des voies d'évacuation menant au réseau de récifs. Les bateaux ne se contentent pas d'accoster à Norman's Cay, ils sont surveillés à 30 000 nautiques. Une signature radar cryptée identifie tous les navires en approche, tandis que des capteurs sous-marins détectent les plongées non autorisées ou les activités submersibles. À la surface, la sécurité est assurée par d'anciens Navy Seals et d'anciens agents de la DEA, selon un système de rotation si secret que la plupart ignorent même qui signent leur chèque de paie. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui fait de Norman's Cay l'une des îles détenues par des milliardaires les plus extrêmes au monde. Des sources au courant des déploiements de capitaux privés affirment que l'île accueille désormais des sommets d'investisseurs clandestins, où les discussions portent sur les actifs hors réseau, les cadres cryptographiques à double juridiction et les stratégies d'arbitrage des risques de haut niveau. Les téléphones sont interdits et une vérification biométrique est requise à l'entrée et à la sortie. Les documents, une fois imprimés, sont déchiquetés et incinérés sur place par des unités de traitement des déchets à SAS.
Le propriétaire de l'île n'est pas répertorié comme une personne mais comme une série de fiducies à plusieurs niveaux gérées par des SARL de New York et du Delaware, dont les membres du conseil d'administration sont liés à la défense. Et bien qu'aucun document public ne la relie directement à un individu, plusieurs anciens employés de BlackRock et de Palantir sont connus pour fréquenter l'île sous des autorisations strictes. Ce n'est plus une île de cartel, c'est une zone de portefeuille secrète pour les capitaux milliardaires, mais le quai normand, malgré ses murs et ses gardiens, reflète toujours son passé. Il porte toujours l'ombre d'Escobar. L'île suivante, en revanche, appartient à la femme la plus puissante d'Europe, qui n'a besoin ni d'histoire, ni de force, ni de théâtre. Parce que son île est si protégée par la loi nationale sur la vie privée, même le gouvernement français la traite comme intouchable. Île Le Gagnon, Françoise Bettencourt-Myers, France. Cachée dans l'immensité transparente du lac Memphremagog, juste de l'autre côté de la frontière franco-canadienne, se trouve Île Gagnon, une île sous haute surveillance, discrètement contrôlée par la femme la plus riche du monde, Françoise Bettencourt-Myers. Alors que la plupart des îles privées sont entourées d'un mystère médiatique, Île Gagnon est protégée par un système bien plus impénétrable, une législation française complexe sur la protection de la vie privée, une structuration dynastique des actifs et une immunité politique. Bettencourt-Myers, héritière de l'empire L'Oréal, n'utilise pas l'île pour des événements de presse ou des retraites glamour. En fait, elle ne l'utilise même pas en public. Et c'est intentionnel. Estimée à plus de 110 millions de dollars, l'île s'étend sur plus de 150 acres immaculés et a été initialement acquise par la famille Bettencourt lors d'une transaction discrète qui n'a jamais été mentionnée dans la presse financière française. Les structures qui y ont été construites sont presque entièrement dissimulées sous la limite des arbres, avec des points d'accès souterrains et une technologie de brouillage par satellite qui empêche les logiciels de cartographie de suivre son tracé. Ce n'est pas seulement privé, c'est intraçable. Les rares personnes autorisées à y accéder affirment que l'île comprend un réseau électrique géothermique, un coffre-fort de recherche souterrain pour les tests biomédicaux et une chapelle privée gardée par des portiques de reconnaissance faciale liés à la division technologique des prototypes de L'Oréal. Aucun trajet aérien public n'est autorisé au-dessus de l'île. Aucune visite médiatique n'est autorisée. Même les autorités locales du côté canadien ont reconnu que les forces de l'ordre ne mènent pas d'opération à proximité de la zone, sauf invitation. La famille Bettencourt entretient depuis longtemps des liens étroits avec les élites réglementaires françaises et européennes. Ce qui signifie que l'île est protégée non seulement par des accords de confidentialité, mais aussi par une courtoisie géopolitique tacite. Mais ce qui distingue vraiment Île Gagnon, c'est son isolement spirituel. Bettencourt-Myers, fervent érudit en théologie judéo-chrétienne et en éthique biblique, a fait de l'île plus qu'une forteresse. C'est un sanctuaire dynastique où les futurs héritiers sont censés être amenés pour une orientation privée au sein de l'héritage familial. Tout sur l'île, de l'aménagement paysager à l'infrastructure de communication cryptée, est conçu pour faire respecter une règle. Personne, en dehors de la lignée, n'y pénètre sans raison. Contrairement à d'autres milliardaires qui utilisent les îles pour le spectacle ou la stratégie, Bettencourt-Myers utilise la sienne pour le silence et la succession. C'est là que les documents juridiques sont notariés dans le plus grand secret, que la propriété intellectuelle de L'Oréal est examinée hors du cadre de l'examen national de cybersécurité, et qu'elle rencontre un cercle fermé de consultants en biomédecine et en IA, dont certains opèrent sous des structures de confidentialité de niveau Vatican. Ce qui rend l'île Gagnon terrifiante, ce n'est pas son armement ni son isolement, c'est le fait que personne n'ose en tester le périmètre, car lorsque la femme la plus riche d'Europe est aussi l'une des plus protégées politiquement, son île devient plus qu'un foyer. Elle devient un territoire souverain, intact, non réglementé et définitivement hors de la juridiction publique. Mais même l'île Gagnon, malgré toute son armure juridique, reste liée à l'ancien monde. La prochaine île, elle appartient à un faiseur de roi de la Silicon Valley qui construit une forteresse post-État-nation, dotée de systèmes de défense contrôlés par l'IA, d'essaims de drones et de protocoles de propriété biométrique qui redéfinissent le sens du privé. Troisième île James, Peter Thiel, États-Unis. L'île James n'est pas seulement une propriété privée, elle est idéologiquement fortifiée. Un concept souverain déguisé en bien immobilier canadien et appartenant à l'un des milliardaires les plus controversés du XXIe siècle, Peter Thiel, acheté au début des années 2000 pour un peu moins de 15 millions de dollars, cette île de 330 hectares au large de la Colombie-Britannique est depuis devenue une forteresse de la pensée post-nationale. Un territoire privé dont on dit qu'il abrite des réseaux de surveillance avancés, composés contrôlés biométriquement, et l'une des installations technolibertaires les plus secrètes d'Amérique du Nord.
Thiel, cofondateur de PayPal et de Palantir, n'est pas seulement un magnate de la technologie. C'est un futuriste obsédé par le détachement des gouvernements, de la surveillance médiatique et des contraintes juridiques de la citoyenneté traditionnelle. James Island n'est pas sa résidence secondaire. C'est un bac à sable pour des expériences de gouvernance privée, où tout, de la gestion des ressources à la défense assistée par l'IA, a été discrètement testé en version bêta sous plusieurs couches d'isolation juridique. Bien que Thiel ait longtemps nié toute implication dans des projets de seasteading, des initiés familiers de ces groupes de réflexion affirment que James Island est une alternative de test à blanc. Une base terrestre où sont affinées des idées de micro-États indépendants, de régimes de sécurité pilotés par l'intelligence artificielle et de technologies médicales hors réseau. L'île fonctionne sur son propre réseau d'énergie renouvelable, dispose d'un accès aérien privé et comprendrait des structures renforcées équipées de blindages EMP et de drones de défense autonomes. Contrairement aux îles tropicales de milliardaires, l'isolement de l'île James n'est pas esthétique mais stratégique. L'île est encerclée par une forêt dense et des eaux tumultueuses qui repoussent naturellement la circulation des bateaux. Ces points d'entrée sont surveillés par imagerie thermique, détecteurs infrarouges et équipes tournantes d'anciens contractuels du Mossad et de la NSA, tous travaillant sous la structure de la famille Office de Thiel. Mais le plus inquiétant est peut-être l'absence de surveillance publique. L'île étant sous juridiction canadienne, mais la propriété étant canalisée par des holdings américaines, les organismes de réglementation se sont retrouvés dans une impasse juridique lorsqu'ils ont tenté d'évaluer les opérations sur place. Les dossiers environnementaux sont minimes. Les autorités locales ont signalé une visibilité limitée. Est-il lui-même ? Il n'a pas mentionné publiquement l'île depuis plus de 10 ans. Et ce silence est stratégique. L'île James a accueilli des sommets sur la cryptosécurité, des tables rondes sur l'IA militaire et des séminaires biotechnologiques secrets impliquant des contractuels du département de la défense américain et des chercheurs privés en longévité. Les personnes invitées doivent se soumettre à une vérification biométrique des semaines à l'avance. Tous les déplacements passent par une logistique clandestine. Et aucune communication numérique n'est autorisée une fois à l'intérieur du dôme crypté de l'île. Pourquoi ce secret absolu ? Parce que l'île James n'est pas un plan B, mais le principal ingrédient de résilience du projet post-effondrement de Thiel, un sanctuaire non pas pour le confort, mais pour la consolidation du pouvoir lorsque les États-nations vacillent et que les systèmes publics se fracturent. Les visiteurs ne sont pas accueillis. Ils sont contrôlés, suivis et enregistrés, et si vous n'êtes pas sur la liste, non seulement l'entrée vous est refusée, mais vous ne trouverez même jamais le médecin. Mais même l'île James, avec sa paranoïa futuriste et sa gouvernance privée, n'est rien comparé à la suivante. Car cette île n'est pas seulement privée, elle est si élitiste, si fortement protégée et si politiquement chargée, que même la demande personnelle de Donald Trump de s'y rendre a été refusée. Goat Key, Tyler Perry, États-Unis. Goat Key, c'est ce qui arrive lorsqu'un milliardaire construit non seulement un sanctuaire, mais aussi un véritable pare-feu émotionnel contre le monde. Située dans les très exclusives Exuma Cays des Bahamas, cette île de 10 hectares n'est ni répertoriée sur les cartes des complexes hôteliers, ni mise en avant dans les publicités touristiques. Et même les initiés d'Hollywood admettent qu'il est presque impossible d'y être invité. Propriété du magnate des médias Tyler Perry, Goat Key n'est pas seulement un refuge de luxe, c'est un univers clos et personnalisé pour un homme qui contrôle un empire de films, de studios et de propriétés intellectuelles valant bien plus d'1 milliard de dollars. Mais contrairement à de nombreuses îles de célébrités, celle de Perry n'est pas synonyme de fêtes, de plages à l'abri des paparazzis ou de refuge pour influenceurs. Il s'agit d'un contrôle absolu sur l'accès, la visibilité et le récit. Au cœur de Goat Key se trouve un vaste complexe de villas, évalué à 18 millions de dollars, construit avec des murs anti-ouragans, des bunkers souterrains et une infrastructure de télécommunications de pointe. Perry a conçu l'île comme un bastion autonome doté de ses propres réserves de nourriture, d'une alimentation électrique autonome et d'un personnel médical sur place, contrôlé par son service de sécurité privée. Le personnel, lié par des accords de confidentialité stricts, a obtenu l'autorisation de l'équipe de construction de l'île auprès d'une entreprise privée basée à Atlanta, spécialisée dans les contrats gouvernementaux classifiés. Mais ce qui distingue vraiment Goat Key, c'est l'interdiction d'y accéder. Fin 2021, lors de négociations informelles concernant d'éventuels contrats de production, la rumeur court que Donald Trump lui-même aurait sollicité une visite personnelle discrète sur l'île lors de vacances dans les Caraïbes. La réponse, selon des sources bien informées, est un nombre fixe. Aucune négociation, aucune explication, aucune réponse, car Goat Key n'est pas seulement exclusif, c'est sur invitation uniquement à partir d'une liste inchangée depuis plus de 10 ans. Les visiteurs qui ont franchi le quai
affirme que l'île comprend un amphithéâtre en plein air pour des projections privées, un studio d'enregistrement souterrain avec accès biométrique et un espace de méditation inspiré de la géométrie spirituelle africaine avec des piscines d'eau de mer filtrées et une architecture en dôme solaire. Chaque système de sécurité de l'île a été personnalisé, non pas à partir de modèles, mais grâce à des solutions sur mesure provenant de sous-traitants de la défense américaine et d'entreprises israéliennes de cybersécurité. Les drones sont utilisés non seulement pour la surveillance, mais aussi pour la reconnaissance faciale des activités aériennes et maritimes dans un rayon de 16 km. Même les avions volant à basse altitude sont pingés, enregistrés et suivis. Ce n'est pas seulement une maison, c'est une forteresse numérique dissimulée dans un paradis. Et si Perry n'a jamais commenté publiquement les fonctions plus profondes de GoatK, plusieurs de ses associés affirment que l'île sert désormais également de coffre-fort pour la propriété intellectuelle inédite. Films, scénarios et ressources de studio sont stockés hors ligne et physiquement sécurisés. Cela confère à l'île non seulement une valeur, mais stratégique, comme peu d'empires du divertissement l'ont jamais tenté. Mais aussi fortifiée, sélective et technologiquement avancée que soit GoatK, elle est toujours détenue, toujours liée à un seul individu. L'île suivante et finale, elle n'est pas seulement privée, elle est institutionnellement protégée, gérée comme un micro-État de l'OTAN et gardée par une force de sécurité permanente qui ne rend de compte à aucune nation. Et même la demande directe de Donald Trump n'a pas suffi pour qu'il pose le pied sur son sol. Pond Cay de Little Hall, contrôlé institutionnellement, actif, conjoint, États-Unis-Royaume-Uni, romancé. C'est l'île que même Donald Trump n'a pas été autorisé à visiter, et non pour des raisons politiques, des conflits d'horaires ou le décorum diplomatique. L'accès ne lui a pas été refusé pour une raison que l'on trouverait dans un document officiel ou un briefing chuchoté. Il l'a été parce que cette île ne fonctionne pas comme un bien immobilier. Elle fonctionne comme une anomalie souveraine, un lieu sans drapeau, régi par des protocoles qui ne rendent de compte à aucune nation en particulier et gardés non par des agences de sécurité mais par la doctrine. Pond Cay, autrefois un terrain de jeu pour célébrités dans les ex-Umas bahaméens, a été discrètement effacée de la mémoire collective. Elle appartenait à Johnny Depp. Cette époque a pris fin dès la signature des documents de cession à une société écran de renseignement, discrètement soutenue par des ressortissants américains et britanniques disposant d'habilitations de haut rang. Depuis ce jour, elle s'est transformée en quelque chose de bien plus inquiétant qu'un refuge de milliardaires. Elle est devenue un prototype de site noir, un territoire classifié administré non par un nom ou un titre, mais parce que les initiés du renseignement appellent désormais Signa Atlantique. Aucune annonce publique n'a jamais été faite concernant ce transfert. Aucun changement visible n'est apparu sur les cartes. Mais la surveillance aérienne a commencé à ne plus enregistrer l'île peu après l'installation d'une nouvelle vague de tours de communication déguisées en stations météorologiques et camouflées sous les dérogations environnementales bahamiennes. Les drones tentant de pénétrer dans son espace aérien sont redirigés ou abattus. Les images satellites sont bouclées ou brouillées. Ceux qui tentent d'approcher par la mer sont interceptés bien avant l'atterrissage par des navires sans pavillon, des équipages anonymes et des protocoles sans explication. Ce qui se passe sur Pond Cay, à Little Hall, est délibérément difficile à confirmer. Les informations recueillies proviennent de documents financiers dissimulés dans des structures de détention luxembourgeoises, de fuites de déclarations d'assurance portant la mention exonérée d'impôts et des témoignages d'anciens entrepreneurs de la défense contraints de signer des accords de confidentialité à vie avant de poser le pied sur ses côtes. Ce que l'on sait, c'est que l'île a été transformée en une forteresse à plusieurs niveaux. Des structures souterraines ont été creusées dans la roche pour abriter des serveurs sécurisés, des sauvegardes analogiques, des coffres-forts de données à verrouillage quantique et une infrastructure de communication calquée sur une architecture de niveau militaire. Un complexe central, accessible uniquement par une vérification biométrique nécessitant une confirmation par l'iris et la voix, ce lieu abriterait le corps de décision exécutif, où se déroulent des négociations et des échanges de données ultrasensibles dans un isolement physique total du reste du monde. Il ne s'agit pas d'un refuge, ce n'est même pas une île au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'un centre de commandement offshore, là où des entrepreneurs de la défense, des architectes de la cyberguerre, des inventeurs en biotechnologie et d'anciens agents liés à l'OTAN se rencontrent dans des conditions si extrêmes, aucune trace numérique de leur présence ne survit à la visite. Les personnes qui le gèrent ne sont pas identifiées publiquement. L'un d'eux serait un ancien officier du cybercommande américain ayant quitté la fonction publique pour gérer une infrastructure privée destinée au déploiement d'intelligence artificielle classifiée. Un autre serait un ancien diplomate britannique ayant des liens historiques avec l'équipe de restructuration interne du GCHQ,
D'autres sont totalement occultés, leur présence juridique étant protégée par des gestionnaires d'actifs basés à Gibraltar et un cabinet d'avocats des Bermudes spécialisé dans l'invisibilité. Ainsi, lorsque Trump a formulé cette demande, lorsque son équipe a envoyé une enquête discrète en 2024, demandant si l'île pouvait servir de zone de protection temporaire pour les opérations post-présidentielles, la réponse n'a pas été un rejet, mais un silence. Aucune réponse, aucun accusé de réception. Parce que cette île n'accepte ni demande ni visiteurs, elle existe entièrement en dehors de l'attraction gravitationnelle de la politique, de la presse ou du protocole. Elle ne reconnaît pas le pouvoir, elle ne reconnaît que la nécessité. Qu'est-ce qui rend le quai de l'étang de Little Hall si dérangeant? N'est-ce pas le secret? C'est la fonction que le secret permet. Des sources proches de l'anglais et de Vauxhall Cross pensent que l'île sert désormais de refuge temporaire pour des ressources numériques et humaines jugées stratégiquement irremplaçables. En de rares occasions, des cryptographes, des transfuges de la surveillance et des développeurs quantiques privés sont amenés par avion, placés sous surveillance biométrique et détenus pendant la durée de briefing ou de transmission de codes sécurisés jugés trop sensibles pour être exécutés ailleurs. Les informations entrent, les décisions sont prises, et les données, lorsqu'elles sortent, ne le font que dans l'esprit d'une poignée d'individus ultra autorisés ou via des disques cryptés escortés physiquement par des agents de l'OTAN bénéficiant d'une habilitation souveraine conjointe. Aucun yacht privé n'y est amarré, aucun feu de joie, aucune fête, aucune image aérienne n'existe qui n'ait été bloquée ou corrompue. La photographie fiable la plus récente de l'île date de plus de 8 ans. Et même cette image, selon les experts de la défense, a probablement été retouchée numériquement depuis pour masquer les mises à jour structurelles. Little Hall Spawn Cay est désormais un nœud souverain détaché de l'identité nationale, à l'abri de tout examen public. Et protégé non seulement par le secret, mais aussi par le fait que personne en dehors du système ne sait comment poser les bonnes questions à son sujet. Même Trump n'a pas pu acheter le passage de ce mur, parce que ce n'est plus l'île des milliardaires. C'est là que le système se protège